Lorsque la guerre du Vietnam a commencé, les commandants militaires étaient à peu près certains que la vitesse et l'altitude suffiraient à protéger les hélicoptères dans cette nouvelle forme de guerre. Eh bien, ils avaient tort, et le feu ennemi a très vite forcé une révision douloureuse. À travers un parcours pas si facile, les leçons apprises ont conduit au Cobra Gunship et à l'ensemble du concept d'hélicoptère d'attaque que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment les mitrailleurs de porte ont-ils mené à des hélicoptères gunship improvisés puis construits exprès? Vous allez le découvrir. Au début de la guerre, le U-Hun Huey n'était rien de plus qu'un camion aérien. Un pilote, un copilote et un chef d'équipage transportaient des escouades d'infanterie et des approvisionnements à travers les rizières et les herbes à éléphants, en comptant sur les changements d'altitude et les manœuvres brusques pour les garder plus ou moins en sécurité. Cependant, les trajectoires de vol généralement prévisibles et la vitesse de surplace lente lors de l'insertion ou de l'extraction de troupes dans des zones d'atterrissage chaudes les rendaient complètement exposés au feu ennemi. Les rapports de pertes ont grimpé de façon horrible au point que près de la moitié des hélicoptères envoyés au Vietnam ont été détruits à la fin de la guerre. Les hélicoptères avaient besoin de protection et ils en avaient besoin dès hier. La première solution provisoire a été d'enlever les portes de la cabine, d'attacher une mitrailleuse M60 à un cordon élastique et de laisser le chef d'équipage se pencher pour riposter. Cela a aidé un peu, mais cela ne couvrait qu'un seul flanc. Ainsi, un quatrième homme, le soi-disant Shotgun Rider, c'est-à-dire le mitrailleur de porte désigné, a été ajouté à l'équipage pour garder le côté opposé. Il est rapidement devenu une partie importante de l'équipage. Formé pour améliorer les performances globales d'un hélicoptère au combat, assister les pilotes lors des atterrissages, fournir un tir de couverture, aider au chargement et au déchargement et soutenir la maintenance des hélicoptères. Ils étaient formés à tirer depuis un hélicoptère en mouvement sur des cibles mobiles au sol et à compenser dans leur visée. Ils avaient 2000 cartouches entre leurs bottes et apprenaient à rationner chaque bande, puisque le ravitaillement en vol était impossible. La protection, en revanche, était minimale. Les gilets pare, éclats arrêtaient les fragments, pas les balles de fusil, et les plaques de poitrine en céramique étaient si lourdes et encombrantes que de nombreux mitrailleurs les laissaient sur la zone de préparation. La seule vraie défense était l'altitude, la vitesse et le rideau de feu pur qu'ils pouvaient poser pendant l'approche, l'atterrissage et le décollage, car c'étaient les moments les plus dangereux et vulnérables. Les M60 ont bientôt été améliorés avec des miniguns et des lance-grenades pour augmenter la puissance de feu. Ainsi, les mitrailleurs de porte sauvaient maintenant beaucoup de Huey, mais leur taux de perte était le plus élevé de tous les postes d'équipage d'hélicoptères, ce qui est logique puisqu'ils pendaient littéralement hors de l'hélicoptère et tiraient sur l'ennemi. Une fois qu'il est devenu clair qu'un mitrailleur de porte et un chef d'équipage n'étaient pas suffisants pour protéger les hélicoptères volant dans des zones de combat, les unités sur le terrain ont commencé à modifier les Huey en gunships improvisés. Cela a commencé de manière informelle avec les équipes de maintenance attachant des supports d'armes de rechange, des pods de roquettes et des lance-grenades sur les côtés des U-Hun-B et plus tard des U-Hun-C. Ces premiers gunships, oui, étaient encore basés sur le même hélicoptère de transport, mais maintenant, en tant qu'unité de combat beaucoup plus capable, la puissance de feu ajoutée leur donnait un nouveau rôle. Leur travail était de voler devant ou à côté des transporteurs de troupes, d'adoucir les zones d'atterrissage avec un tir de suppression et de protéger les slicks plus vulnérables pendant qu'ils atterrissaient ou décollaient, jusqu'à ce qu'ils rencontrent eux aussi des problèmes. Ces Huey modifiés portaient un mélange d'armes. Les portes latérales avaient encore des mitrailleuses M60, mais maintenant, ils avaient des systèmes plus puissants montés extérieurement. Des pods de roquettes jumeaux pouvaient contenir jusqu'à 38 roquettes Hydra 70. Certains avaient des miniguns fixés vers l'avant, tandis que d'autres utilisaient un lance-grenade de 40 mm monté sous le menton pour un tir en arc dans les lignes d'arbres.
Ces combinaisons donnaient au Huey assez de puissance de feu pour nettoyer une petite zone d'atterrissage, aider à supprimer le feu ennemi pendant une extraction ou simplement soutenir des unités au sol en difficulté. Cependant, les résultats en pratique ont révélé plusieurs problèmes majeurs. D'abord, tous les systèmes d'armes ajoutées augmentaient le poids de l'hélicoptère, ce qui réduisait directement son temps de surplace. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas rester au-dessus du champ de bataille assez longtemps pour soutenir plusieurs vagues d'insertion de troupes ou des engagements au sol prolongés. Deuxièmement, les armes étaient montées sur un châssis qui n'avait jamais été conçu pour des rôles d'attaque. Rappelez-vous, le Huey était fait pour le transport. Le profil plus large le rendait aussi une cible plus facile. Il n'y avait pas de protection pour les composants vitaux du système et sa vitesse et sa maniabilité limitée le laissaient encore vulnérable à tout, des armes légères aux mitrailleuses en passant par le feu antiaérien. Les mitrailleurs de porte restaient exposés sur les côtés ouverts, et bien que la puissance de feu ait été améliorée, les faiblesses fondamentales du châssis n'avaient pas changé. D'un autre côté, le concept tactique fonctionnait clairement. Les tactiques de cavalerie aérienne utilisant des hélicoptères pour insérer et soutenir des troupes profondément en territoire ennemi étaient indéniablement efficaces. Mais ces troupes avaient besoin de protection à l'aller et au retour, et les gunships Huey ne pouvaient tout simplement pas voler assez longtemps ou emporter assez de munitions pour le travail. L'armée avait maintenant besoin d'un hélicoptère qui pouvait faire tout ce que faisait le gunship Huey et plus, mais plus vite, avec une meilleure survivabilité et sans que les équipages s'exposent autant. Plus important encore, il devait pouvoir rester en station plus longtemps, répondre plus vite et rester proche du combat sans ralentir le tempo de toute l'opération. C'est alors que le concept d'un hélicoptère d'attaque dédié est né. Au lieu d'attacher des armes à un hélicoptère de transport, les ingénieurs en construiraient un avec le combat au cœur. Bell Helicopter avait déjà de l'expérience avec le Huey, et ils l'ont utilisé pour développer cet hélicoptère d'attaque plus rapidement. Au lieu de concevoir quelque chose de zéro, ils ont pris le moteur éprouvé du Huon, le système de rotor et la transmission, puis enlevé tout ce qui n'était pas essentiel. Le résultat a été l'A1 Cobra, un hélicoptère à siège en tandem et lancé avec un fuselage étroit qui réduisait drastiquement la traînée et le profil de cible, et le premier hélicoptère d'attaque de l'histoire. Il pouvait voler plus vite, rester plus longtemps en l'air et emporter plus qu'assez de puissance de feu pour ruiner la journée de l'ennemi au sol, tout en étant plus difficile à abattre. Le mitrailleur était placé sur le siège avant et le pilote derrière et au-dessus de lui, donnant à chacun une vue claire du terrain et des cibles devant. Plus important encore, les deux membres d'équipage avaient des commandes de vol, donc si l'un était blessé ou tué, l'autre pouvait encore ramener l'hélicoptère à la maison. Pour l'armement, l'A1 Cobra avait une tourelle rotative sous le menton, généralement équipée d'une minigun de 7,62 mm même, d'un lance-grenade de 40 mm ou d'une combinaison des deux. Sous les courtes ailes courtes, il pouvait emporter jusqu'à 4 pods de roquettes chargées de roquettes Hydra. Selon la mission, les Cobras pouvaient charger jusqu'à 38 roquettes avec des milliers de cartouches pour les systèmes de tourelles. Les versions ultérieures portaient des missiles anti-chars tels que l'AGM-22, bien que ceux-ci n'étaient pas couramment utilisés au début au Vietnam. La protection était gardée légère par conception. Le Cobra avait une certaine plaque d'armure autour du cockpit et des systèmes vitaux, ainsi que du verre résistant aux balles, mais sa survie venait principalement de la maniabilité et de la vitesse. À environ 170 000 par heure, il était assez rapide pour atteindre les unités en contact avant qu'elles ne soient submergées. Sa capacité à épouser le terrain à basse altitude lui donnait un avantage pour rester caché, puis surgir et attaquer de directions inattendues. Plus important encore, il pouvait rester en l'air beaucoup plus longtemps que les Huey, soutenant plusieurs vagues si nécessaire. Les Cobras pouvaient maintenant aller devant les slicks, adoucir les zones d'atterrissage, soutenir l'insertion ou l'évacuation médicale, et ensuite rester un peu plus longtemps pour aider les unités au sol si nécessaire.
Les premiers Cobras sont arrivés au Vietnam en août 1967 et ils ont été déployés presque immédiatement. Comparés aux Huey armés, ils étaient significativement plus efficaces et survivables. Le Cobra offrait maintenant quelque chose qui n'avait pas existé avant, un avion rapide, flexible et entièrement axé sur le combat qui pouvait réagir plus vite et plus précisément que le soutien aérien à aile fixe et opérer dans des espaces plus étroits. Une fois que l'Aoun Cobra s'est prouvé comme un escorte rapide et fiable, les commandants ont commencé à l'adapter pour plus que juste un soutien de feu direct. L'un des développements tactiques les plus efficaces est venu avec l'introduction des équipes Hunter-Killer. Celles-ci combinaient des hélicoptères de reconnaissance rapide avec des Cobras armés pour localiser et détruire des positions ennemies cachées dans la jungle. L'OHX-A, surnommé le LOH, était principalement utilisé comme appât, volant bas pour provoquer le feu ennemi et révéler les positions cachées, idéalement sans être abattu. Mais assez nombreux l'étaient, sans surprise. Son travail était d'attirer le feu, repérer les mouvements et ensuite marquer les positions ennemies avec des grenades fumigènes ou des appels radio directs. Pendant ce temps, le Cobra stationnait plus haut, juste hors de vue de l'ennemi, prêt à attaquer une fois le contact établi. Dès que le LOH attirait le feu ou repérait une activité, le Cobra plongeait pour anéantir les cibles. Cette tactique était extrêmement efficace, mais elle comportait des risques évidents, surtout pour les équipages du LOH qui étaient régulièrement abattus. L'un des exemples les plus clairs de jusqu'où ces tactiques pouvaient être poussées est venu lors d'une mission le 18 juin 1968. Le premier lieutenant Larry Taylor volait son Cobra Gunship en soutien d'une patrouille de reconnaissance à longue portée qui avait été encerclée profondément en territoire ennemi. Avec la patrouille sous un feu intense et aucune chance d'extraction sûre par hélicoptère de transport, Taylor et son ailier ont effectué des passes d'attaque répétées à basse altitude pour repousser l'ennemi. Ils sont restés dans la zone pendant plus de 40 minutes, tirant presque toutes leurs roquettes et munitions et utilisant l'artillerie pour l'illumination afin de guider leurs attaques dans l'obscurité. Quand le carburant était presque épuisé et les munitions épuisées, avec une force ennemie forte encore en train de se rapprocher, il était clair que l'équipe de reconnaissance ne pouvait pas être sauvée par des moyens conventionnels. Taylor a alors pris une décision qui allait bien au-delà de son rôle. Il a instruit l'équipe de patrouille de se déplacer vers une clairière voisine pendant qu'il allumait les lumières de son Cobra pour attirer le feu ennemi et leur acheter une chance de bouger. Il a tiré ses dernières munitions pour se débarrasser de tout le poids possible, car il avait déjà calculé que le trajet de retour serait plus long que leur autonomie restante en carburant. Puis il a atterri son Cobra sous le feu dans une petite clairière et a dit aux 4 hommes de grimper sur les patins et les pods de roquettes, puisqu'il n'y avait pas de siège dans un Cobra à part ceux des pilotes. Il les a fait sortir de la zone de tuer, s'accrochant à l'extérieur de l'appareil, ramenant tout le monde vivant. Pour cette action, il a ensuite reçu la Medal of Honor. À mesure que la guerre du Vietnam progressait, le Cobra s'est établi comme une partie centrale des opérations de cavalerie aérienne. Les leçons apprises pendant son déploiement ont jeté les bases de la prochaine génération d'hélicoptères d'attaque. Après le Vietnam, l'armée a commencé à chercher une plateforme avec une plus grande portée, des systèmes de ciblage plus avancés et une meilleure survivabilité contre les menaces modernes. Ce processus a finalement mené au développement de l'A-64 Apache. Bien qu'il partageait très peu de composants avec le Cobra, son concept global et sa mission principale d'attaque au sol étaient une évolution directe de ce que le Cobra faisait déjà. Tout a commencé avec des chefs d'équipage, tirant des Mai-60 depuis des portes ouvertes sur des gunships Huey, improvisés jusqu'au Cobra et à l'ensemble du concept d'hélicoptère d'attaque que nous avons aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez consulter notre chaîne pour plus de contenu militaire.